Imagine la scène. On est tranquillement installé chez soi ou au bureau, l'esprit hyper concentré sur une tâche complexe. Ouais, le genre de moment où on veut surtout pas être dérangé. Exactement. Et là, d'un coup, le téléphone sonne. Ou alors, paf, quelqu'un frappe à la porte. Et en quelques secondes, on réalise que c'est une démarche commerciale. Ah, le fameux coup de fil pour te vendre une assurance ou je ne sais quoi. Mais grave. Et instantanément, il y a ce mécanisme de défense physique qui s'active chez nous. Le rythme cardiaque qui s'accélère un peu, on croise les bras, la mâchoire se crispe, bref, on se ferme totalement. C'est presque un réflexe de survie en fait. C'est fou quand on y pense. Pourquoi l'acte de vente est si souvent perçu comme une agression, une intrusion, plutôt que comme l'apport d'un conseil précieux? Et surtout, quelle est la mécanique qui permet de passer d'un forcing insupportable à une conversation où la personne en face se dit «Ah mais c'est exactement ce qu'il me fallait». C'est une excellente question pour démarrer. Parce que cette réaction de rejet, elle n'est pas dirigée contre le produit en lui-même. En fait, elle est dirigée contre la posture de la personne qui s'impose. Ouais, l'image du vendeur avec le pied dans la porte, quoi. Complètement. Le stéréotype du vendeur qui débite son texte à toute vitesse sans respirer. Mais la véritable persuasion, celle qui crée vraiment de la valeur, elle opère à un niveau psychologique hyper fin. C'est pas un combat de boxe, c'est vraiment la création d'une évidence dans l'esprit de l'autre. Ah ben, c'est précisément ce qu'on va décortiquer dans notre exploration d'aujourd'hui. On va plonger dans la psychologie complexe et la mécanique d'un échange réussi en s'appuyant sur l'ouvrage Au top de la vente d'Alain Roussel. Un livre vraiment fascinant. Ah ouais, c'est une analyse redoutable de ce qui fonctionne. Et surtout des pires pièges psychologiques dans lesquels on tombe tous. Et attention, ce qui est capital pour ceux qui nous écoutent, c'est que ça ne s'adresse pas qu'aux commerciaux de métier. Bah non, c'est utile pour tout le monde. C'est ça. C'est vital pour quiconque doit convaincre. Que ce soit pour faire passer une idée en réunion, négocier un budget ou même défendre sa candidature à un entretien d'embauche. On est tous, au fond, des apporteurs d'idées. Totalement. L'idée de notre analyse aujourd'hui, c'est de démonter les rouages de cette persuasion douce. On va voir que ça tient souvent à des bascules mentales très spécifiques et des petits choix de mots qui ont l'air de rien du tout. Ouais, mais qui transforme complètement l'échange. Exactement. Ça transforme un mouvement de recul instinctif en une vraie écoute active. Alors, commençons par la toute première seconde de l'interaction. Avant même de prononcer le moindre mot sur le projet, tout se jouerait dans la posture mentale. Souvent, on a tendance à se faire tout petit, par politesse. L'erreur classique. Voilà. Et là, on découvre que le faux pas absolu, c'est de commencer par « excusez-moi de vous déranger ». Franchement, pourquoi c'est si catastrophique? C'est juste courtois, non? Alors, c'est de la fausse courtoisie. En réalité, c'est un auto-sabotage pur et simple. Ah ouais, à ce point-là? Ouais, parce que sur le plan psychologique, quand tu dis «excusez-moi de vous déranger», tu envoies un signal subliminal désastreux à l'autre. En gros, tu lui dis «je sais, ce que je vais dire n'a pas assez de valeur pour justifier le temps que je vous prends». Ah, tu te mets en position de faiblesse directe. Voilà, tu te places en soumission, comme un solliciteur qui mendie de l'attention. Or, un pro qui propose une idée ou un produit, il apporte une information capitale. Il vient rendre service, en fait. C'est ça. L'approche doit s'ancrer dans une certitude interne. En général, on apporte une solution sur 4 grands axes. Augmenter des profits, améliorer un confort, réduire des dépenses ou supprimer des risques. Si tu coches une de ces cases, tu déranges pas. Tu rends un énorme service. C'est hyper intéressant comme nuance. Ça me fait penser au monde médical. Ah oui, l'analogie du médecin. Ouais. Un chirurgien, il s'excuse jamais d'entrer dans la salle d'auscultation. Il dit pas oh pardon de vous prendre du temps entre deux rendez-vous. Il entre, il pose un diagnostic, il propose un remède. Il a la certitude absolue d'être utile. Ouais. Et il y a un autre truc qui m'a frappé sur cette posture de départ, c'est la suppression radicale du je ou du nous au profit du vous. J'avoue que c'est hyper contre-intuitif. C'est vrai que c'est pas naturel au début. Ben oui, quand tu présentes un projet, t'as envie de dire «nous avons travaillé dur sur ce concept» ou «notre entreprise est numéro un». Évidemment, parce que ça rassure notre propre ego. Mais la dure réalité de la cognition humaine, c'est que le cerveau de la personne en face, il est programmé pour sa propre survie. Ils s'en foutent de notre vie, en gros. Mais complètement. Ton histoire ou celle de ta boîte, ça ne l'intéresse pas du tout dans les premières minutes. Par contre, dès que tu utilises le pronom vous, le cerveau de l'autre se dit alerte. Cette info me concerne directement. Tu deviens un partenaire stratégique. Bon, ok, je comprends bien l'idée de la posture du chirurgien et de parler au vous. Mais il y a un piège là-dedans. Lequel? C'est facile de dire il faut s'intéresser aux problèmes de l'autre. Sauf que dans la vraie vie, les gens ne t'attendent pas avec une liste de leurs problèmes sur un plateau d'argent.
comment on passe de la théorie à la découverte concrète de leurs soucis sans que ça devienne hyper bizarre. C'est là qu'intervient l'art du diagnostic. L'auteur explique bien que toute motivation au changement naît d'une insatisfaction. Il faut donc creuser pour la trouver. Il faut poser des questions. Et là, je t'arrête direct, parce que je me fais l'avocat du diable. Si je commence à poser question sur question pour creuser les failles de mon interlocuteur, ça va très vite ressembler à une garde à vue, non? C'est le risque, oui. Genre, combien vous coûte ce service? Pourquoi vous n'êtes pas content? Quelles sont vos faiblesses? C'est le meilleur moyen de braquer la personne en face. C'est une peur très légitime. Et c'est exactement ce qui se passe quand on le fait sans méthode. L'interrogatoire s'est perçu comme une agression parce qu'on prend de l'info sans rien donner en retour. Donc, comment on évite ça? La clé absolue, c'est la technique de la reformulation. Il ne s'agit pas d'enchaîner les questions comme un robot, mais de s'emparer des mots exacts de la personne pour les lui renvoyer en miroir. Je vois l'idée, mais comment ça marche concrètement? On fait un petit test? Allez, vas-y. Ok, mettons-nous en situation. Je suis un responsable informatique. Toi, tu veux me vendre une solution cloud. Et je te dis avec méfiance, écoutez, ce qui m'inquiète en ce moment, c'est qu'on a eu des coupures réseau le mois dernier. Et mon équipe a perdu des heures de boulot. Vas-y, montre-moi l'interrogatoire versus la reformulation. Ok. La version interrogatoire, ça donnerait « Et ces coupures, elles durent combien de temps en général? Vous perdez combien d'argent ?» Ah ouais, là je me sens direct sous pression. Voilà. En revanche, la reformulation, ça serait plutôt « Si je comprends bien, la stabilité absolue de l'accès aux données est aujourd'hui votre priorité numéro 1 pour sécuriser le temps de vos équipes. » Ah oui, le changement d'ambiance est radical. C'est plus doux, non? Ouais, dans ce deuxième cas, j'ai juste envie de te répondre « Oui, exactement, parce que la semaine dernière, c'était l'enfer. » Et bingo! Sur le plan cognitif, entendre ses propres préoccupations formulées clairement par quelqu'un d'autre, ça libère de l'ocytocine, l'hormone de la confiance. C'est dingue ça. La personne se dit « Enfin, génial, quelqu'un qui m'écoute et qui comprend mon monde ». On valide son émotion, et du coup, sans aucune pression, c'est elle qui va t'ouvrir les portes et tout te raconter. C'est super puissant. Donc, une fois que le diagnostic est posé, on sait où ça fait mal. Mais après, il faut présenter les solutions. Et là encore, l'auteur explique qu'il y a un gouffre entre ce qu'on a envie de dire et ce que l'autre a besoin d'entendre. Ah oui, le fameux piège de la fiche technique. Voilà le concept de l'argumentation sensorielle. Pourquoi balancer les faits bruts et de la logique pure, ça marche pas? Parce qu'on est des êtres émotionnels. L'erreur classique, c'est de réciter un argumentaire prêt à porter. Les ingénieurs, par exemple, ils tombent souvent dans le panneau parce qu'ils sont fiers de la mécanique de leurs produits. Il te parle de pourcentage et de normes, quoi. C'est ça. Mais le cerveau de celui qui écoute, il sait pas quoi faire de ces données abstraites. Ça ne crée aucune image mentale. J'ai un exemple précis en tête tiré des sources. Imagine, tu vends une machine industrielle et tu dis hyper fièrement « Cette courroie contient 72% de fibres de carbone et 28% de polymère. » Le truc bien froid. En tant que vendeur, tu crois avoir lâché la bombe atomique. Mais en face, personne ne se lève le matin en rêvant d'acheter 72% de fibres. Exactement. Par contre, comment tu le traduirais? Eh bien, si tu dis « Cet équilibre précis garantit 10 000 heures d'utilisation sans la moindre révision », imaginez la tranquillité d'esprit pour votre équipe de maintenance. Là, bam, tu changes de dimension. T'as utilisé le mot-clé « imaginer ». C'est un déclencheur ultra puissant. Tu traduis les caractéristiques techniques en un bénéfice concret, palpable. Tu projettes la personne dans un futur positif. C'est exactement comme une agence de voyage, en fait. Comment ça? L'agence, elle va jamais te parler des caractéristiques thermiques des réacteurs de l'avion ou du grammage du papier des billets. C'est clair, hein? Elle te vend la sensation du sable chaud sous tes pieds, le bruit de la mer, la coupure avec le stress. Elle vend la destination, jamais la mécanique du voyage. Et pourtant, dans le prompt, on passe un temps fou à vendre le moteur de l'avion. C'est une super métaphore. Faut toujours vendre la destination. Mais, soyons honnêtes 2 secondes. Même avec la meilleure destination du monde, on finit toujours par se heurter à un mur. La fameuse résistance au changement. Le moment où ça se corse, quand la personne plisse les yeux et lâche « Non, franchement, c'est trop compliqué pour notre boîte » ou « J'y crois pas trop ». Le moment où tout le monde commence à transpirer. Voilà, on le prend pour soi, le ton monte et ça se transforme en débat stérile. Et c'est là qu'il faut opérer une bascule mentale que je trouve géniale. L'ouvrage explique qu'une objection, c'est pas du tout un rejet ferme, C'est quoi alors? c'est une demande d'information déguisée en critique. C'est une vraie preuve d'intérêt. Quelqu'un qui s'en fout de ton produit, il prend même pas l'énergie de te contredire. Il regarde l'heure et attend que tu partes. C'est pas faux. Donc, l'objection, c'est un signe qu'il réfléchit. Exactement. L'auteur recommande donc un truc fou. Il faut saluer l'objection. Attends, saluer l'objection. Genre dire merci à la personne de nous mettre des bâtons dans les roues? Précisément.
Au lieu de soupirer ou de te défendre, tu dis sincèrement. C'est un point hyper important que vous soulevez là, et vous avez tout à fait raison de vous poser la question de la prise en main. C'est malin, ça désarme la personne directe. Complètement. Tu passes d'un face-à-face conflictuel à une posture où vous êtes côte à côte pour regarder le problème ensemble. Et j'adore l'approche suggérée pour l'objection de la complexité. Au lieu de faire un long discours pour dire « mais non, c'est super simple », on lance un défi bienveillant, genre « je vous parie qu'en 10 minutes, montre en main, vous saurez vous en servir tout seul ». C'est le passage de la justification théorique à l'action concrète. C'est brillant. Mais bon, il y a une objection encore plus épineuse que la complexité. L'invité surprise. Le concurrent. Ah, la concurrence, c'est un vrai terrain miné. Spontanément, si le client me parle du concurrent X et que je sais que leur produit est bourré de bugs, j'ai juste envie de le dézinguer. C'est humain, non? C'est humain, mais c'est une erreur stratégique et psychologique fatale. La règle d'or, ne jamais, jamais dénigrer un concurrent. Mais pourquoi? Si je sais qu'il est mauvais. Parce que c'est une question d'amour-propre pour le client. Imagine que ce client a choisi ce concurrent il y a 3 ans. Si tu dis que ce concurrent est incompétent, tu n'insultes pas que le concurrent. Ah ouais? J'insulte le jugement du client qui l'a choisi. Exactement, tu attaques son intelligence. Et par fierté, il va se mettre à défendre le concurrent juste pour justifier son choix passé. C'est un piège absolu. Waouh! Vu comme ça, c'est implacable. Mais du coup, comment on réagit finalement? Avec beaucoup d'élégance. Tu valides son choix passé. Tu dis, c'est une entreprise très respectable. Je comprends tout à fait pourquoi c'était pertinent pour vous à l'époque. Et ensuite? Ensuite, tu crées le contraste avec le présent. Cependant, avec les nouveaux défis dont on vient de parler, voici pourquoi notre approche est aujourd'hui la mieux adaptée. Tu affirmes ta supériorité contextuelle sans demander au client de renier son passé. C'est de la haute voltige psychologique. Ok, donc on a fait le diagnostic, on a esquivé la concurrence sans froisser les égos, mais on n'y coupe pas. Arrive l'éléphant dans la pièce. Le truc qui angoisse tout le monde. Le prix. Le prix, voilà. Comment tu annonces un tarif qui pique sans détruire toute la belle magie qu'on vient de créer? Alors, pour le cerveau, le prix, c'est une douleur physique, une perte. Donc on ne l'annonce jamais nu. On l'enveloppe avec des fleurs, c'est-à-dire qu'on le colle au bénéfice majeur. Et surtout, on utilise la technique de l'émiettement. L'émiettement. C'est le fait de saucissonner le chiffre. On fait un petit jeu de rôle. Avec plaisir. Je suis le client. Tu m'annonces que ton logiciel coûte 3 600 € par an. Je te regarde, outré, et je dis 3 600 €, mais c'est hors de prix, ça passera jamais dans mon budget. À toi. Ok. Alors, au lieu de justifier les 3 600 € d'un bloc, je réduis la focale. Je te dirais, je comprends que le montant global semble important, mais ramenons ça à l'échelle d'une journée. Ça représente environ 10 € par jour. Est-ce que, pour l'équivalent de 2 ou 3 cafés, vous êtes prêt à garantir la sécurité totale de vos données et faire gagner 1 heure de boulot par jour à toute l'équipe? Ah, c'est bluffant. Mon cerveau reptilien, il bloque totalement sur 3 600. Ça me fait penser à un achat énorme. Mais 10 €, ça lui parle. C'est dérisoire par rapport à la sécurité de l'entreprise. C'est ça l'émiettement. Tu relativises l'effort financier. Et si jamais t'es vraiment beaucoup plus cher que tout le marché, Ouais, qu'est-ce qu'on fait là? On s'excuse? surtout pas. Tu l'assumes fièrement en l'adossant aux piliers de la qualité. La robustesse, la sécurité militaire, le service client ouvert la nuit. L'excellence a un coût. Et assumer ce coût, ça rassure énormément la personne en face sur la valeur de ce qu'elle achète. On ne s'excuse jamais d'être le meilleur, en fait. J'adore. Bon, disons que le prix est validé, l'accord flotte dans l'air. Et pourtant, il y a un truc curieux. Plein de très bons échanges s'effondrent à ce moment précis. Le fameux « bon, eh bien, envoyez-moi une documentation, je vais y réfléchir ». Ah, le cauchemar! Laissez le temps pourrir l'affaire. Pourquoi on a si peur de conclure? C'est la peur du non final. Demander l'engagement, ça crée de l'anxiété pour tout le monde. Alors pour éviter le « je vous recontacterai », l'auteur préconise de prendre les devants avec une question test ou un faux choix. Au lieu de demander la boule au ventre, alors on signe? Oui, ça c'est trop brutal. Tu demandes plutôt comme si c'était déjà fait. D'ailleurs, pour l'installation, vous préférez qu'on livre le modèle mural ou celui à poser au sol? Oh, c'est malin. Très fluide. Si la personne te répond le modèle mural serait plus pratique, bingo. Son cerveau vient de valider l'achat implicitement en répondant sur un détail pratique. On guide la décision en douceur. Si on prend un peu de recul sur tout ça, la philosophie est vraiment belle. La persuasion, c'est pas manipuler l'autre pour gagner, c'est construire un accord mutuel basé sur l'empathie.
Et un vocabulaire très positif, oui. Exit les mots anxiogènes comme éventuellement ou petit problème, place à avec certitude et solution. Exactement. Et ça nous amène à une réflexion finale, un peu provocatrice, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. On a beaucoup parlé de boulot, de clients, mais si on appliquait ces mêmes clés à nos relations personnelles? Ah, c'est intéressant ça. La mécanique du cerveau humain reste la même, que ce soit au bureau ou à la maison. Mais oui, imagine appliquer la reformulation avec un ami ou ton conjoint qui te fait un reproche. Au lieu de te défendre, tu reformules son inquiétude. Ou utiliser l'argumentation sensorielle pour convaincre ta famille sur la destination des prochaines vacances, en parlant des souvenirs et de la détente, plutôt que du prix de l'essence. Ça marche du tonnerre. Mais du coup, ça pose une vraie question. Est-ce que ça fait de nous des manipulateurs avec un grand sourire? Ou est-ce que cette mécanique de l'empathie nous oblige, au fond, à devenir de meilleurs auditeurs, de meilleurs partenaires? C'est une vraie réflexion à avoir. La prochaine fois que quelqu'un essaie de vous convaincre de quelque chose, à la maison ou ailleurs, prêtez attention à un détail. Observez qui écoute vraiment l'autre dans la pièce. Ça pourrait vous surprendre. En tout cas, pour découvrir l'intégralité des dialogues de mise en situation, plongez-vous dans le livre complet d'Alain Roussel. C'est une mine d'or. Une vraie Bible pour repenser ces interactions. Merci de nous avoir suivis et rappelez-vous, on a tous le pouvoir d'arrêter d'être la personne qui dérange pour devenir le chirurgien qui apporte enfin le bon remède. À très vite.